Alors bonjour à tous, de nouveau sur le stand de Photovision pour le Neuchâtel Newport Expo. Navré du bruit ambiant, c'est encore un des trucs qu'on n'a pas réussi à résoudre. Mais on va essayer de parler assez fort. Aujourd'hui, donc c'est la journée un peu Sony, c'est quoi, 2 jours à peu près? Aujourd'hui, oui, ça fait 2 jours qu'on est là et on présente en fait nos nouveautés dans l'Alpha 7R Mark IV. Pas en exclusivité parce qu'il est sorti il y a environ 1 mois maintenant, mais on essaie vraiment de pousser cet appareil aujourd'hui sur le marché. Excellent, donc Gunther, qui est en fait spécialiste de la marque, représentant de la marque, voilà, officielle pour les expositions comme ça. Tout à fait, exposition, je m'occupe aussi des magasins spécialisés, grande surface, enfin, je suis un peu l'homme à tout faire en Romandie exclusivement. D'accord, ok, donc voilà. C'était la personne qu'il nous fallait pour nous parler de cette machine, je pense. Ok, alors est-ce que déjà, on va déjà le montrer un petit peu. Tac. Donc ce qu'on peut déjà voir, enfin j'espère qu'on le voit assez clairement par rapport aux précédentes versions, c'est notamment l'embonpoint de la poignée. En fait, la poignée a pris un petit peu de volume, donc ça c'est super intéressant parce que sur les modèles précédents, c'était une des critiques en fait que la poignée était relativement petite et pour les gros doigts un peu problématique parce que ils étaient relativement serrés, hein, on le voit là, donc on a un gros travail sur l'ergonomie. Voilà, il y a un gros travail sur l'ergonomie. Bien que perso je la trouvais déjà pas mal. Franchement, je trouve que l'appareil est beau, il y a pas mal de divergence au niveau des avis. En fait. Ouais, tout à fait. Apparemment, Sony a tendance à écouter quand même beaucoup en fait sa clientèle et ça c'est déjà un super point. On connaît que trop de marques en fait qui aussi ont tendance à en faire un petit peu qu'à leur tête. Donc là, en l'occurrence, il y avait un point sur l'ergonomie, ça a été corrigé et aujourd'hui, donc théoriquement sur cette version 4, on arrive un petit peu à l'aboutissement quoi finalement de ce qu'on peut trouver comme type d'ergonomie en tout cas dans la marque Sony. Voilà, exactement. Donc on parle pas de révolution comme à l'époque du 7R2 qui était vraiment un super appareil, premier appareil avec 42 millions de pixels en plein format. On parle ici d'une grosse évolution, donc notamment en termes d'ergonomie, mais aussi en termes de mégapixels. Donc il a un nouveau capteur de 61 millions de pixels. Il y avait pas mal de doutes en fait par rapport à la capacité de ce capteur à gérer les basses lumières et puis en fait il s'avère qu'il est tout aussi bon que le 7R3, donc on a fait un super boulot à ce niveau là aussi. Oui, parce que généralement d'après ce que j'ai pu lire un petit peu dans la presse spécialisée, pour faire de la haute sensibilité il nous faut normalement peu de pixels. C'est ça. C'est vrai qu'à l'époque on avait un capteur, je me rappelle plus c'était combien, c'était 16 millions de pixels sur les premiers... Alors il y avait différentes variantes. Nous on a sorti en fait en 2014 un appareil très orienté vidéo et basse lumière avec 12 millions de pixels. Donc la densité des pixels elle était pas énorme justement pour mieux capter la lumière et puis permettre de monter en ISO avec un minimum de bruit. Ok, donc là on a combien de pixels maintenant sur celui-ci? Alors celui-ci, comme on l'a dit avant, on est à 61 millions de pixels. 61, ouais. Donc c'est une grosse densité de pixels. Par contre, on arrive à gérer ça de telle sorte à ce qu'on peut monter, je dirais relativement facilement, à 10 000 ISO en photo et avoir une photo qui est tout à fait exploitable au final. Donc, 10 000 ISO et c'est exploitable. Okay. Et c'est exploitable. Je sais que sur les précédents modèles, on tapait dans les records un peu quand on voulait vraiment s'amuser, du 100 quelques mille ISO, mais on a des images qui sont spectaculaires de lumière du jour, presque de nuit sur des plages. Des types qui filment des portraits où il y a la seule lumière de la cigarette qui éclaire la pièce en entier. C'est assez spectaculaire. Donc ça c'était l'apanage de ce modèle, le 7S2. Donc peut-être pour expliquer un petit peu la segmentation chez Sony, on a les modèles dans la gamme 7. Donc on a l'Alpha 7 III aujourd'hui, si on parle de la dernière génération, qui est le modèle plein format entrée de gamme. Ensuite on a la série R pour résolution. Et ensuite on a la série S pour sensibilité, donc ça c'est la segmentation. Voilà, c'est un truc intéressant que je ne savais pas moi perso. Ok. Donc je ne suis pas un super grand connaisseur des boîtiers Sony, c'est pour ça aussi que on est là on fait appel à des spécialistes. Voilà. Exact. Et en plus, oui, j'avais oublié, on a le A9 qui lui est un appareil, un boîtier plutôt orienté sport, vitesse, suivi autofocus. Donc il a un mode rafale en 20 images secondes en mode silencieux, donc c'est super pratique. Autant pour faire du sport que de l'animalier ou de la presse spécialisée dans des meetings où il ne faudrait pas trop faire de bruit comme un réflexe aujourd'hui en produit. Donc voilà. Alors peut-être moi ce qui m'intéresse vraiment beaucoup et je sais que aussi mon public sur internet
et les gens en général sur YouTube généralement sont pratiquement passionnés du mode vidéo et de la capacité à gérer un autofocus qui tient la route. Ouais, tout à fait. Parce que ça c'est vraiment un des points. Aujourd'hui on n'a pas envie de faire du manuel focus, on a envie de faire de l'autofocus, mais on a envie que la sensation soit qu'on était en manuel focus. C'est-à-dire qu'on n'a pas de pompage, on n'a pas de... Voilà. Donc ça, est-ce que justement, je sais qu'ils sont très forts chez Sony, je sais que j'ai pu tester il n'y a pas très longtemps un modèle de chez Canon qui est vraiment violent aussi. Donc est-ce qu'au niveau de la recherche de ce côté-là, est-ce qu'on progresse beaucoup? On travaille autour de 3 pierres angulaires qui sont la vitesse, donc de l'autofocus, on essaye de l'améliorer, comme tu l'as dit avant, en écoutant nos utilisateurs, on a essayé de trouver des moyens d'améliorer l'autofocus, le suivi notamment. On travaille aussi beaucoup la montée en ISO, donc comme on l'a expliqué avant, ici on est en 61 millions de pixels avec une montée en ISO qui reste assez spectaculaire aujourd'hui, assez unique. Et puis le piqué effectivement, la qualité d'image, donc grâce à nos capteurs. Donc ça c'est d'ailleurs pour la petite info, on est pour ceux qui ne le sauraient pas, on est numéro 1 dans la production de capteurs, pas seulement dans le domaine de la photo, mais aussi dans le domaine de la sécurité par exemple, où on a besoin de capteurs qui gèrent bien les basses lumières, ou aussi dans le domaine automobile. Donc ça c'est des points qui sont intéressants. Donc oui, pour la vidéo, par exemple sur ce modèle là, on a par exemple un suivi autofocus en temps réel, c'est-à-dire que l'appareil va suivre le sujet en temps réel, non seulement sur son mouvement, mais aussi sur son œil. C'est-à-dire que si par exemple j'ai quelqu'un qui s'approche de moi, un athlète, n'importe quoi, ou dans un match de foot, l'autofocus va réussir à attraper l'œil du joueur par exemple pour permettre de se focaliser nettement sur son visage. Alors si par exemple, moi je remarque sur pas mal de boîtiers, en fait on a un problème d'autofocus quand il est automatique, c'est un cas typique que pas mal de gens connaissent. Par exemple on est les deux comme ça, et on n'est pas exactement à la même distance, mais sur un plein format ça peut poser un problème. C'est-à-dire qu'on a pratiquement, je dirais, 5 cm d'écart entre nos deux yeux, et en fait on peut avoir du flou, ça dépend de la grandeur de l'ouverture. Est-ce que là il y a des choses qui sont évoquées du côté de chez Sony? Est-ce qu'on a déjà... Parce qu'en fait on a des boîtiers qui passent leur temps à pas savoir finalement qui est l'interlocuteur, ce qui pourrait être une bonne piste pour la suite, ça pourrait être de savoir qui détecte qui est en train de parler, ça pourrait être incroyable. Alors ça, c'est tout ça, ça rentre un peu dans le cadre de l'intelligence artificielle. Ça c'est un domaine justement qu'on développe très très fort. D'ailleurs, ce suivi autofocus en temps réel dont j'ai parlé se base notamment sur des algorithmes tirés de l'intelligence artificielle. Donc ça permet vraiment, par exemple, toujours pour reprendre l'exemple du match de foot, je peux tout simplement en tapotant sur mon écran dire voilà, je veux suivre le joueur X, et l'appareil va réussir à le suivre de manière très efficace. Ça veut dire que même si... on peut cliquer comme un drone en fait. Comme un drone, exactement. Ah oui, ok, pas mal. Franchement, ça a l'air très marketing expliqué comme ça, mais il faudrait pouvoir le tester maintenant et pouvoir vous montrer ça. C'est fantastique. On a beau avoir des joueurs qui passent devant, derrière, etc. L'autofocus va rester vraiment focalisé sur le joueur qu'on a Il se base sur quoi? Sur le numéro, il se base sur ce qu'ils appellent en anglais les patterns. Ouais, ok. Donc il détecte un pattern, une configuration. Une configuration, il y a un pattern, par exemple, je sais pas moi, un t-shirt rayé, il détecte la forme du joueur. D'accord, ok, pas mal. Donc on fait déjà un espèce de pas dans cette direction. Je pense que, perso c'est une idée que j'ai, mais je pense qu'il pourrait être pas mal, c'est dans des interviews comme celui-ci, de détecter la parole, d'où vient la parole, d'où vient le mouvement labial, et puis de mettre la priorité focus sur la personne qui parle. Voilà, c'est peut-être de la musique d'avenir, c'est peut-être pour très bientôt. Peut-être, c'est en tout cas on y travaille, et puis voilà. Après, si je peux encore souligner un dernier truc, bien sûr, j'en ai parlé avant, le suivi en temps réel d'un sujet, et puis une des grandes forces de Sony dans l'autofocus, c'est le suivi de l'œil. On a des algorithmes qui sont assez incroyables. On est d'ailleurs assez unique dans le domaine. Canon et Nikon le proposent maintenant sur leur hybride, mais on va dire qu'on est un petit peu en avance dans ce domaine-là, puisqu'on travaille depuis plus de temps. Et du coup, on a un système qui permet de suivre l'œil d'un sujet de manière très très efficace, autant en photo qu'en vidéo sur cette génération d'appareils, donc sur le 7R4, sur l'Alpha 9 première génération, deuxième génération, et sur le 6400. Ok, voilà. Alors avant que j'oublie, moi j'ai deux questions à poser. Un des énormes chantiers en fait de la vidéo numérique pour aller de plus en plus dans un domaine professionnel de prise de vue, télé-cinéma si on veut.
qualité cinéma. En fait, c'est la teinte de la peau, hein, c'est les skin tones, hein, justement. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette machine qui, je sais que les DSLR ont eu longtemps beaucoup de problèmes à lutter contre, par exemple, des Blackmagic. Ouais. Moi qui suis un adepte de Blackmagic, justement, en termes, quand je veux faire de la qualité pour la peau, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Là, on se débrouille comme on peut, mais je vais travailler avec des formats qui sont voilà, beaucoup plus sophistiqués et puis des capteurs qui ont une capacité à faire des peaux qui sont magnifiques. Ouais. Mais par contre, je sais que maintenant, on se fait rattraper par les DSLR, par les mirrorless aussi. Donc, est-ce qu'il y a quelques petits points à dire aussi chez nous, comme dans d'autres marques, mais chez nous, on travaille beaucoup avec les profils. Donc, on a des profils S-Log 2 ou 3 et ces profils, en fait, pour ceux qui connaissent, permettent de faire ce qu'on appelle du color grading. Donc, ça permet de la retravailler en fait de A à Z. Donc, là, on peut vraiment retoucher à la colorimétrie de la peau et obtenir des détails, enfin pas des détails, mais des résultats qui sont des couleurs, des couleurs qui très, très probantes. On peut aussi, par exemple, pour quelqu'un qui serait habitué à travailler sur Canon et qui arriverait sur un système Sony, on peut aller récupérer en fait la configuration des profils Canon et les configurer sur le Sony pour avoir une couleur de peau qui est similaire à ce qu'on a eu l'habitude d'utiliser. Ça doit matcher plusieurs caméras par exemple. Par exemple, exactement. De différentes marques, ça c'est quelque chose qui est faisable. Ouais. C'est pas mal, au niveau de la compression, vous avez des formats. Alors après, pour le 4K, il y a pas mal. Moi, ce que j'ai pu observer, c'est du 100 mégabits par seconde en général. Ouais. Pour les meilleurs appareils. Et puis donc dans du MP4 classique. Après on a typiquement depuis maintenant pratiquement 5 ans, on voyage entre 25 pour Panasonic Lumix, 25 mégabits par seconde pour de la Full HD, jusqu'à 50 pour les Canon 5D, etc. D'après ce qu'on a pu regarder un petit peu dans les menus, on a voulu voir au niveau des capacités de compression. Donc on est à peu près sur le standard. Sur de la Full HD, on est aux alentours de 50 mégabits, donc on est assez excellent. Et puis on est vraiment, là apparemment de ce que je vois, on est sur le haut du panier. Et par rapport à la 4K, on vient au niveau de la concurrence sur du 100 mégabits par seconde. Je pense que c'est largement suffisant pour la plupart des cas. Après pour le post-traitement studio ultra professionnel, ça mériterait d'avoir effectivement des formats qui sont de l'ordre du ProRes 422, etc. Alors on va regarder un petit peu l'écran aussi. Là on voit juste... Alors je vais essayer le plus clairement possible de le déployer. Voilà. Ok, donc là on est sur le classique, l'écran qui bascule. Tout à fait. Jusqu'à l'horizontale. Jusqu'à l'horizontale max. Voilà, mais qui ne permet pas de se voir soi-même. Exactement. Ça s'explique assez bien parce qu'il y a deux types de gammes en fait. Exactement, donc on a ici, donc, comme on l'a expliqué avant, la gamme Alpha 7, donc, qui est la gamme plein format. Ça c'est aussi, on peut le souligner, c'est un domaine où on a un objectif, c'est de devenir numéro 1 en plein format. Aujourd'hui, on est dans plusieurs pays européens, on est numéro 1, voire numéro 2, donc dans tout ce qui est plein format hybride, mais aussi réflexe, donc si on mélange les deux catégories. On est sur des produits qui s'orientent autant photo, vidéo, mais plutôt dans un domaine professionnel ou semi-professionnel. Par contre, on a une autre gamme, APS-C, dont on a discuté juste avant, qui est la gamme 6000, donc Alpha 6100. Alpha 6400 pardon, et Alpha 6600. Les différences étant principalement en termes d'entrée, par exemple le 6600 qui est le plus haut de gamme, il a une entrée casque micro. Le 6004 et le 6100 ont simplement une entrée micro, et le 6600 a un avantage de taille en fait par rapport au reste de la famille 6000, c'est qu'il a un stabilisateur dans le boîtier, donc comme toute la série Alpha 7, ce qui permet en fait d'y adapter en fait n'importe quel objectif, tout en sachant que ces objectifs, même s'ils ne sont pas stabilisés, bénéficieront de la stabilisation du boîtier. Donc ça c'est top. Et voilà, donc c'est vraiment cette gamme là, la gamme 6000 qui s'oriente vers vraiment pour internet. Ouais, vraiment pour internet. Et puis celle-là qui est beaucoup plus photosport, vidéosport. Photosport, vidéosport, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Peut-être moins orienté internet en fait, si on veut être plus clair par rapport à la segmentation. Il y a des gammes qui sont ce qui est logique. Exactement. Ou alors bon après ça n'empêche pas, il y a des channels YouTube qui sont ultra professionnels, ils travaillent avec un écran de retour. Exactement. Et puis ces machines-là vont très très bien, surtout leur capacité. Enfin moi
j'ai pas forcément toujours tendance à utiliser un flip screen, surtout que ça nous incite beaucoup à regarder l'écran lui-même. C'est vrai que si on peut faire vraiment 100% confiance à la machine, bah, on peut aussi travailler simplement sans retour et puis bah, faire confiance à l'autofocus, etc. Comme j'ai déjà eu fait sur pas mal de machines jusqu'à maintenant. Il y a un magnifique objectif, je pense que vous l'aurez remarqué, sur l'appareil. On va en parler un petit peu. Ok. Voilà. Alors c'est un objectif pour le portrait en fait, c'est un 85 1.4 et ce qui le caractérise en fait c'est sa qualité optique mais aussi sa qualité de fabrication. Il bénéficie du logo G, donc rouge que vous pouvez voir là, ce petit logo là. Ok. Qui signifie G Master. Donc chez Sony on a différentes gammes d'objectifs. La G Master qu'on a ici donc étant la meilleure. Donc on a une finition qui permet une certaine tropicalisation de l'objectif, c'est-à-dire qu'il est résistant à la poussière et relativement étanche. Enfin très étanche même, ouais, relativement utiliser, voilà. On peut le dire. On peut le dire, ouais. Et surtout c'est sa qualité optique qui le différencie d'autres objectifs de la gamme comme celui-ci qui lui bénéficie aussi du petit logo G mais en argent. Donc voilà. Hop, si je le tourne. Ok, les deux gammes. Donc le rouge voilà. est un petit peu au-dessus. Le rouge c'est du tout haut de gamme, c'est la gamme Sony orientée on va dire plutôt professionnelle, et la gamme G c'est une gamme qui est qualitative en termes optiques mais qui a peut-être une qualité de fabrication un petit peu moins poussée en termes de résistance à la poussière et d'étanchéité. Donc ça c'est comme ça qu'on différencie la qualité de nos objectifs en fait. Ok, très bien. Voilà. Là on voit qu'il a une ouverture 1.4. 1.4 effectivement, ouais. C'est assez fabuleux. Ouais. Exactement. Donc il est stabilisé aussi ou bien? Il est pas stabilisé celui-ci, mais il bénéficie de la stabilisation de la machine. Et puis voilà, dernier mot peut-être sur cette gamme G Master, ce qui la caractérise aussi, c'est pour ça qu'on y retrouve un certain volume, c'est la grandeur de ses ouvertures. Donc on a en général des grandes ouvertures à 1.4, 1.8, 2.8 pour les plus longues focales. Donc on travaille vraiment sur des ouvertures plus grandes sur la gamme G Master. Voilà. Ça marche. Merci Gunther alors pour toutes ces explications, très sympa. Ça me fait plaisir, c'est cool. J'ai eu la chance de l'alpaguer ici sur le stand, donc j'en profite. Je remercie aussi les magasins Photovision pour avoir créé cet espace et puis m'avoir donné l'opportunité de pouvoir mener cette interview. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager, de mettre un petit pouce bleu. Il ne reste plus qu'à vous dire à très bientôt. À bientôt, merci.